Profitez de l'histoire suivante. Beau-père a demandé de pouvoir emprunter ma voiture pour le week-end mais ne l'a jamais ramenée. Donc, quand il est finalement apparu, il a avoué l'avoir vendu pour payer sa pension alimentaire et maintenant sa famille dit que j'ai tort de l'avoir dénoncé à la police. Tout a commencé il y a environ 3 semaines lorsque mon beau-père, Franck, âgé de 62 ans, a pris contact pour me demander s'il pouvait emprunter ma voiture pour le week-end. Juste pour donner un contexte, il est empêtré dans un divorce vraiment amer avec ma belle-mère après plus de 25 ans de mariage. Cela a été un véritable gâchis, émotionnellement épuisant pour tout le monde, surtout pour ma femme, qui se retrouve constamment au milieu des tirs croisés entre deux parents qui ne peuvent s'empêcher de la mêler à leur drame. Donc Franck m'a appelé un jeudi soir. Il avait l'air épuisé, comme s'il en avait assez de tout. Il m'a dit qu'il avait besoin de prendre l'air pendant quelques jours, de se détendre un peu. Il envisageait de monter vers le nord pour revoir d'anciens camarades de fac. C'était à environ 320 km, rien d'extraordinaire. Le seul problème était que sa propre voiture était à l'atelier, en attente de réparation, et ne serait pas prête avant au moins une semaine. C'est alors qu'il m'a demandé s'il pouvait emprunter ma voiture. C'était ma Honda Accord 2019. Rien de fantaisiste, mais fiable et en bon état. J'avais accès à un véhicule de fonction pour le travail et je n'avais de toute façon pas prévu de partir ce week-end-là, alors je me suis dit, pourquoi pas? Franck et moi avons toujours entretenu des relations correctes. Nous ne sommes pas proches, mais nous n'avons jamais eu de différends. Il a toujours été poli avec moi, a fait quelques blagues sèches de temps en temps, et semblait être globalement une personne raisonnable. Compte tenu de tout ce à quoi il était confronté, cela semblait être la moindre des choses à faire. Ma femme était aussi d'accord. Elle pensait que cela pourrait effectivement l'aider à partir en ville, à se détendre, et à se ressourcer un peu. Alors, vendredi matin, je lui ai donné les clés. Il semblait sincèrement reconnaissant, répétant combien il appréciait cela et qu'il serait de retour le dimanche soir. Tout semblait normal. Aucun signe avant-coureur. Le dimanche soir est arrivé et, rien. Non, Franck n'avait pas la voiture. Au début, je n'étais pas trop inquiet. J'ai pensé qu'il avait peut-être perdu la notion du temps ou qu'il avait décidé de partir un peu plus tard que prévu. Je lui ai envoyé un message rapide pour prendre des nouvelles. Il a répondu après un moment en disant que ses potes l'avaient convaincu de rester une nuit de plus. Il a dit qu'il rentrerait lundi à la place. Je n'y ai pas trop pensé sur le moment. Les gens prolongent souvent leur voyage, surtout quand ils essaient de fuir un chaos à la maison. Mais ensuite, le lundi est passé et toujours pas de nouvelles de sa part. Pas de mise à jour, pas d'appel. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un autre message lui demandant quand il rentrerait. Cette fois, il a enfin répondu, disant quelque chose de vague sur un imprévu et qu'il expliquerait tout le lendemain. C'est là que j'ai commencé à avoir un très mauvais pressentiment. L'ambiance avait complètement changé. Ça ne ressemblait plus à quelqu'un qui avait juste perdu la notion du temps. Ça ressemblait à de l'évitement. Ma femme commençait aussi à s'inquiéter. Elle a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il n'a pas répondu à ses appels non plus. Le mardi, nous étions tous les deux sur les nerfs. Quelque chose n'allait pas. Puis, sans crier gare, Franck est arrivé chez nous en Uber. Dès que je l'ai vu sortir sans ma voiture, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Ma première pensée a été peut-être qu'il avait eu un accident ou que la voiture avait été volée. Quelque chose de mauvais, mais explicable. Mais ce qui s'est réellement passé, ouais, je n'étais pas prêt pour ça. Il est entré, en ayant l'air tout à fait normal. Je lui ai demandé où était la voiture, et il m'a juste répondu avec un petit haussement d'épaule qu'il ne l'avait plus. Au début, j'étais perdu, j'en recommence à tu ne l'as plus. Je pensais peut-être qu'elle était en panne et qu'il l'avait laissée dans un garage quelque part. Mais il nous l'a alors annoncé tranquillement, il l'avait vendue. Je me rappelle juste être resté là, essayant de comprendre si j'avais mal entendu. Ma femme était figée à côté de moi. Aucun de nous ne savait comment réagir au début. Il a commencé à expliquer la situation d'un ton étrangement calme et logique. Il m'a dit qu'il avait pris du retard sur ses paiements de pension alimentaire. Selon lui, le tribunal le menaçait de sévir, évoquant quelque chose comme le mépris de cour ou la saisie sur salaire, je ne sais pas. Il a dit qu'il ne voyait pas d'autre solution. Il avait besoin d'argent rapidement et ma voiture était le seul actif à portée de main qu'il pouvait rapidement convertir en espèces. Donc ouais, il a conduit ma voiture quelques villes plus loin et l'a vendue à un concessionnaire d'occasion pour 16 000 $.
Il n'a jamais demandé. Il n'a même pas laissé entendre qu'il y pensait. Il l'a juste prise, vendue et a utilisé l'argent pour payer la pension alimentaire. Pour aggraver les choses, il a en fait admis que la voiture valait plus, probablement aux alentours de 22 000 $, mais il a dit qu'il avait accepté la première offre qu'il pouvait obtenir parce qu'il était désespéré. Il a essayé de justifier le tout en disant que ce n'était pas personnel et que c'était une question de survie. Puis il a ajouté quelque chose du genre que c'était le seul moyen de se débarrasser de ma belle-mère, qu'il appelait ce truc. J'étais complètement abasourdi. Juste complètement stupéfait. Je me souviens que ma bouche est devenue sèche, et mon cœur battait la chamade comme si je venais de sprinter un mile. Ma femme s'est mise à pleurer. Elle n'a rien dit, est restée là à côté de moi, silencieuse un instant, puis s'est mise à sangloter. Et je ne pouvais même pas la consoler parce que j'étais trop occupé à essayer de comprendre ce que Frank venait de dire. Quand je lui ai demandé comment il pouvait penser que c'était normal, juste prendre la voiture de quelqu'un d'autre et la vendre sans demander, il a osé agir comme si j'étais celui qui dramatisait. Il n'a pas crié, ni présenté des excuses, ni paru honteux. Il a juste haussé les épaules et a marmonné quelque chose sur le fait que la famille est censée s'entraider. Il a souligné que je me débrouillais bien financièrement, et a dit qu'il était dans une situation difficile et pensait que je comprendrais. Comme si cela devait tout justifier. J'étais tellement en colère que je ne pouvais même pas penser clairement. Je lui ai dit que la voiture n'était même pas à lui pour qu'il la vende, bon sang. Le titre était à mon nom et rangé dans notre coffre-fort à la maison. J'ai demandé comment il avait réussi à le faire. C'est alors qu'il a un peu avoué qu'il avait préparé des documents pour donner l'impression qu'il avait le droit de le vendre. Il s'avère qu'il a falsifié des documents et a convaincu la concession d'acheter la voiture sans vérifier correctement la propriété. Non seulement il avait volé ma voiture, mais il avait aussi entraîné la concession dans le désordre en les arnaquant aussi. Je n'en croyais pas mes yeux. Ce n'était pas juste un service qui a mal tourné, c'était carrément de la fraude. Un vol. Il a commis un crime, et il l'a fait à quelqu'un qui l'avait aidé. Quand je lui ai dit que ce qu'il avait fait était illégal et que j'allais appeler la police, il a immédiatement changé d'attitude. Soudain, il était en colère comme si j'avais fait quelque chose contre lui. Il a commencé à dire que j'étais cupide et que je n'avais aucun sens des valeurs familiales. Il s'est même tourné vers ma femme en essayant de la culpabiliser, disant des choses comme quoi le lien du sang est plus fort que tout et qu'elle ne devrait pas laisser son mari envoyer son propre père en prison. Ma femme était complètement dépassée. Elle ne savait même pas comment réagir. Elle hochait simplement la tête, comme si elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Frank est parti peu de temps après, a claqué la porte et est parti dans un rage. Je n'ai pas attendu. J'ai pris le téléphone et j'ai déposé un rapport de police pour vol de véhicule. Le lendemain matin, j'ai contacté un avocat aussi. Je devais savoir exactement à quoi j'avais affaire. L'avocat l'a clairement dit. Ce que Frank a fait était un crime sérieux. Il a vendu un bien qu'il ne possédait pas, a falsifié des documents pour y arriver, et a trompé une concession pour acheter la voiture. Et la concession n'est pas non plus hors de cause, ils auraient dû vérifier les documents avant de finaliser la vente. Donc maintenant, c'est un imbroglio légal impliquant toutes les parties. Ma femme est dévastée. Elle n'a jamais imaginé que son père franchirait une ligne comme celle-ci. Et elle est d'accord pour dire qu'il doit assumer les conséquences. Mais malheureusement, tout le monde dans sa famille ne voit pas les choses de cette façon. Presque immédiatement, nous avons commencé à recevoir des appels et des messages de les proches. Cousins, tantes, même son frère aîné, ils étaient furieux que j'aie impliqué la police. Apparemment, je suis désormais le méchant. Ils disent que je suis en train de diviser la famille et que j'aurais dû laisser couler. L'un d'eux a même dit que j'aurais dû considérer cela comme un prêt, que Frank aurait miraculeusement fini par me rembourser. Bien sûr, Frank est là-bas en train de raconter l'histoire comme un pro. Il dit à tout le monde que je lui ai donné la voiture puis que j'ai changé d'avis par méchanceté. Il dit que j'essaie de le faire mettre en prison pour un malentendu parce que je suis égoïste et que je ne respecte pas les obligations familiales. C'est honnêtement surréaliste. La voiture elle-même n'est même plus la plus grosse en jeu maintenant, c'est la trahison. L'impudence pure. Le fait qu'il m'a regardé en face et n'ait vu aucun tort dans ce qu'il a fait. Et maintenant, il se victimise et entraîne tout le monde dans cette histoire. Lorsque je lui ai dit que j'allais aller de l'avant avec une action en justice pour récupérer la voiture ou obtenir mon argent, il a en fait ri. Je n'exagère même pas, il a ri. Il a dit quelque chose du genre que les tribunaux prendraient son parti car il avait une excuse valable et parce que nous sommes de la famille.
Donc maintenant, je suis ici, coincé dans cette position horrible. Une partie de moi se sent comme si je n'avais pas d'autre choix que de continuer. Il m'a volé. Il a menti. Il a contrefait des documents. Si quelqu'un d'autre avait fait cela, personne ne remettrait en question ma décision. Mais parce que c'est de la famille, les gens pensent soudain que les règles ne s'appliquent pas. Je ne veux pas causer plus de douleur à ma femme, elle souffre déjà. Mais en même temps, je ne peux pas faire semblant que cela ne s'est pas produit. Franck a franchi une limite. Et si je laisse tomber, j'ai l'impression de donner le message que ce qu'il a fait était acceptable. Que je peux être piétiné. Donc voilà où j'en suis. J'ai vraiment l'impression d'être dans un cauchemar tordu. Et maintenant je me demande juste si j'ai tort ici? Devrais-je vraiment être censé abandonner cela juste pour maintenir la paix avec des gens qui clairement n'ont cure de ce qui s'est réellement passé? Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà dû faire face à cela? Avec quelque chose de si insensé, parce qu'en ce moment, je ne sais pas si je dois avancer ou céder à la pression. Mise à jour 1. Tout d'abord, je tiens à dire un énorme merci à tous pour le soutien écrasant, les conseils et les encouragements. Les derniers jours ont été complètement fous, et honnêtement je ne sais pas comment j'aurais géré tout ça sans l'assurance que je ne suis pas fou d'être aussi bouleversé. Donc, je voulais vous donner à tous une mise à jour de ce qui s'est passé depuis que j'ai posté pour la première fois. La bonne nouvelle est que la police a pris mon signalement au sérieux et a activement enquêté sur la situation. Ils ont contacté la concession où Franck a vendu ma voiture, et effectivement, il a été confirmé que Franck était bien allé là-bas et leur avait vendu mon véhicule. La concession, une fois qu'ils ont réalisé qu'ils avaient acheté une voiture volée sans le savoir, a coopéré pleinement avec les autorités. Apparemment, Franck est allé jusqu'à contrefaire ma signature sur un document de procuration et le transfert de titre pour vendre la voiture. Heureusement, la concession n'avait pas encore revendu la voiture, donc elle est toujours en leur possession et est retenue en attendant que le processus légal soit résolu. Pendant ce temps, mon avocat a agi rapidement et a demandé une injonction d'urgence pour s'assurer que la concession ne vende pas la voiture à quelqu'un d'autre. En plus de cela, nous avons envoyé à Franck une lettre de demande formelle l'obligeant à soit restituer immédiatement le véhicule, soit payer la pleine valeur marchande de la voiture, ainsi que couvrir tous mes frais juridiques et tous les dommages causés par ses actions. Et comment Franck a-t-il réagi? Eh bien, à la manière unique de Franck, il a décidé d'aller encore plus loin dans ses illusions. Au lieu de reconnaître tout acte répréhensible, il a envoyé un message texte à toute la famille, prétendant que je suis en train de détruire ce qu'il reste de cette famille pour une simple possession matérielle. Il joue vraiment à fond la carte de la victime, racontant à tout le monde qu'il traverse l'une des périodes les plus difficiles de sa vie et que sa propre famille lui tourne le dos. Et bien sûr, une partie de la famille de ma femme. Les membres éloignés de la famille ont acheté son histoire triste. Tante, oncle, cousins, des gens qui n'étaient même pas impliqués dans ce gâchis ont commencé à nous appeler. Nous exhortant à régler cela en famille et à ne pas impliquer la police. Ils continuent de dire des choses comme « Ce n'est qu'une voiture, vaut-il vraiment la peine de diviser la famille à ce sujet ?» Mais alors, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Ma belle-mère s'est manifestée. Jusqu'à présent. Elle était restée silencieuse, probablement parce qu'elle avait ses propres problèmes avec Franck et le divorce à régler. Mais quand elle a entendu ce qu'il avait fait, elle m'a appelé et m'a dit quelque chose qui a complètement changé ma perspective sur le véritable caractère de Franck. Elle m'a dit que Franck a une longue histoire de comportement de ce type, prendre des choses qui ne lui appartiennent pas et justifier. D'une manière ou d'une autre dans sa tête comme son droit. Apparemment, l'une des principales raisons de leur divorce était que Franck avait été financièrement peu fiable pendant des années. Il avait secrètement prélevé de l'argent sur leur compte commun. Et le dépensait pour lui-même sans qu'elle le sache. Ce n'était pas une erreur ponctuelle ou un geste désespéré en raison de son divorce, c'était un schéma de comportement. Ma belle-mère soutient pleinement notre décision de porter plainte et a même proposé de témoigner si nécessaire. Ma femme a toujours du mal émotionnellement, mais elle reste ferme dans sa position selon laquelle son père doit assumer les conséquences de ses actes. Le plus difficile pour elle n'a même pas été de faire face à la voiture volée ou au désordre légal, c'était de comprendre que l'homme qu'elle pensait être son père aimant est en fait quelqu'un qui ment et manipule.
les gens depuis des années. Pour l'aider à digérer tout cela, elle a commencé une thérapie, ce qui, je pense, sera vraiment important pour elle à l'avenir. Et juste quand je pensais que Franck ne pouvait pas devenir plus ridicule, il a réussi à se dépasser. Il dit maintenant à tout le monde que c'est moi qui l'ai piégé. Selon lui, je lui ai en fait donné la voiture, mais quand j'ai vu combien d'argent il a obtenu pour cela, j'ai changé d'avis et j'ai décidé de partir à sa poursuite. Il déforme toute la situation pour se faire passer pour la victime tout en me présentant comme le méchant. Pour aggraver les choses, l'un des cousins de ma femme, qui travaille dans la finance, nous a dit que Franck est dans une bien plus grande difficulté financière que ce que nous avions initialement réalisé. Il s'avère qu'en plus d'être en retard sur sa pension alimentaire, il a également d'énormes dettes de jeu. Le cousin soupçonne que Franck n'a pas seulement vendu ma voiture pour payer sa pension alimentaire, il a probablement besoin de l'argent pour rembourser des bookmakers ou des usuriers. Si c'est le cas, alors toute cette situation est encore plus sérieuse que ce que nous pensions. Mise à jour 2, les choses sont devenues encore plus intenses depuis ma dernière mise à jour, et honnêtement, j'essaie toujours de tout assimiler. Juste quand je pense que la situation ne peut pas être pire, Franck arrive à nous surprendre. Le plus grand développement est que le tribunal a approuvé l'injonction d'urgence que nous avons déposée. Cela a essentiellement mis un gel légal sur la voiture et empêché le concessionnaire de la vendre ou de faire quoi que ce soit avec elle jusqu'à ce que tout soit réglé en justice. Heureusement, le concessionnaire a été coopératif tout ce temps. Ils sont tout autant impliqués dans le désordre de Franck que nous le sommes, même si je pense toujours qu'ils auraient dû être bien plus prudents avant d'acheter une voiture sans vérifier la propriété. Mais au moins, ils collaborent avec nous. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la réaction de Franck une fois qu'il a appris l'injonction. Le lendemain de l'audience, il ne s'est même pas présenté, d'ailleurs il est venu chez nous complètement sans prévenir. Je travaillais à la maison et ma femme venait juste de rentrer de course. Nous avons entendu ses grands coups sur la porte d'entrée, et quand nous avons regardé dehors, il était là, debout au milieu de notre jardin, criant comme un fou. Il était clairement ivre. On pouvait l'entendre dans sa voix et le voir dans la manière dont il vacillait. Il criait toutes sortes de non-sens sur le fait que j'étais un serpent matérialiste et que je pouvais, il en savait plus sur un stupide morceau de métal que sur ma propre famille. Il continuait à dire que le sang est censé compter et que je déchirais la famille à cause d'une voiture. Ma femme a essayé de lui dire de partir. Elle a ouvert la porte et lui a dit qu'il ne pouvait pas rester ici comme ça. Mais il est juste devenu plus en colère. Il a commencé à faire les 100 pas sur le porche, criant plus fort, me traitant de noms et disant des choses comme « Tu crois que tu es meilleur que moi juste parce que tu as ta petite maison, ton travail et ta voiture de luxe. » À ce moment-là, nous ne nous sentions plus en sécurité, donc nous avons fermé la porte et appelé la police. Pendant qu'on attendait qu'ils arrivent, Franck a donné un coup de pied dans notre porte d'entrée. Fort. Tellement fort que le cadre s'est fissuré. Ensuite, il est parti en trombe, et monté dans une voiture, je ne sais pas si c'était la sienne ou empruntée, et est parti. Toujours ivre. La police est arrivée peu de temps après. Nous leur avons fait un rapport complet, leur avons montré les dégâts sur la porte et leur avons expliqué tout ce qui s'était passé. Ils ont ajouté cela au dossier existant que nous avions déjà ouvert contre lui. Ils ont également demandé une ordonnance de restriction temporaire pour légalement l'empêcher de s'approcher de notre maison, du lieu de travail de ma femme et du mien. C'est vraiment effrayant comment les choses ont rapidement dégénéré. Plus tard cette nuit-là, juste quand nous essayions enfin de reprendre notre souffle, ma belle-sœur, la sœur de ma femme, nous a appelés, complètement bouleversés. Franck était également passé chez elle. Même comportement, bredouillant, radotant, devenant émotif, parlant de comment toute sa famille l'avait trahi. Elle a dit qu'il répétait sans cesse, même mes propres filles se sont retournées contre moi, et je n'ai plus rien maintenant. Le lendemain, j'ai reçu un appel inattendu de l'un des potes de Franck, ceux qui l'auraient soi-disant rendu visite ce week-end-là. Cet homme, que j'appellerai Dave, a dit que Franck ne les avait en réalité jamais visités. Dave a vu mes publications sur les réseaux sociaux concernant la situation. J'avais exprimé ma frustration sur mon Facebook privé, et il a reconnu mon nom. Il a dit que Franck l'avait appelé il y a environ 3 semaines pour vérifier son adresse, disant qu'il pourrait passer, mais qu'il ne s'était jamais montré. Cela confirme mes soupçons selon lesquels toute l'histoire de la visite des copains n'était qu'un prétexte pour obtenir ma voiture. Pendant ce temps, mon avocat m'a informé que le procureur de district avance avec des accusations criminelles contre Franck. Il l'accuse de vol de voiture, de contrefaçon,
de fraude, et maintenant de dommages matériels pour notre porte. Compte tenu de la valeur de la voiture et de la nature intentionnelle des crimes, Franck risque des condamnations potentielles pour des délits graves et peut-être même une peine de prison, surtout étant donné que cela semble être prémédité. Cependant, Franck ne prend rien de tout cela au sérieux. Il appelle et envoie des messages à ma femme avec de nouveaux numéros, passant de demandes de pardon à des menaces d'engager des poursuites judiciaires. Il prétend qu'il a été piégé et que nous essayons de ruiner sa vie par méchanceté. À un moment donné, il a même laissé un message vocal confus disant qu'il n'oublierait jamais cette trahison. La famille élargie de Franck est également divisée sur la question. Certains d'entre eux nous envoient des messages culpabilisants, disant que nous mettons en prison un vieil homme malade et que nous devrions laisser tomber pour le bien de la famille. D'autres ont complètement coupé les ponts avec Franck après avoir entendu ce qu'il a fait, le qualifiant de cas perdu. La tante de ma femme nous a contactés pour nous dire que Franck a l'habitude d'emprunter de l'argent sans jamais le rembourser, mais que c'est la pire chose qu'il ait jamais faite. Les choses ont pris une autre tournure quand nous avons découvert que Franck avait également essayé de contracter un prêt personnel au nom de ma femme. Heureusement, la banque l'a signalé en raison de quelques incohérences et l'a contacté avant d'approuver quoi que ce soit. Cela a ajouté un autre élément de fraude à sa liste croissante d'accusations, et nous l'avons immédiatement signalé à notre avocat et à la police. Maintenant, le vol d'identité est également sur la table. Le comportement imprudent de Franck est hors de contrôle. 2 jours après l'ordonnance de restriction, il a été repéré assis dans sa voiture devant notre maison, observant de loin. Un voisin a remarqué et a appelé la police. Lorsque les agents sont arrivés, Franck a filé à toute vitesse, manquant de pendant qu'il se sauvait, Franck a provoqué un accident de voiture. Cela a entraîné un autre rapport de police et un avertissement officiel des forces de l'ordre. Le stress a été insupportable pour ma femme, mais elle le gère du mieux qu'elle peut. Sa thérapeute l'aide à traiter le tourbillon émotionnel de réaliser que son père est bien plus manipulateur et destructeur qu'elle ne le pensait. Elle m'a dit hier soir qu'elle ne pense pas pouvoir jamais avoir une vraie relation avec lui à nouveau, peu importe comment cela se terminera. Quant à la voiture elle-même, nous sommes en contact permanent avec le concessionnaire. Ils ont officiellement accepté de la reprendre en attendant les documents judiciaires finaux. Elle devrait être de retour en notre possession dans quelques jours. Cependant, mon avocat continue d'exiger une pleine restitution de la part de Franck, y compris les frais de justice et les dommages pour tout ce que nous avons enduré. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue quand Franck a envoyé un email à ma femme après avoir été bloqué partout ailleurs, la rendant responsable de tout. Il l'a accusée de m'avoir choisi lui plutôt que lui et l'a traitée de fille ingrate. Il a également laissé entendre qu'il prévoyait de quitter le pays pour éviter les conséquences. Nous avons immédiatement transmis l'email à notre avocat et à la police. Maintenant, nous attendons juste que les dernières pièces se mettent en place. Le bureau du procureur de district a clairement indiqué que Franck sera bientôt arrêté, et compte tenu de tout ce qu'il a fait, il ne s'en sortira peut-être pas légèrement. La concession coopère, et nous devrions récupérer notre voiture bientôt, mais les dommages causés à notre famille sont permanents. Je n'aurais jamais pensé qu'un prêt de voiture à un membre de la famille pourrait entraîner un tel désastre, mais nous y sommes. Je donnerai de nouvelles informations une fois que nous en saurons plus sur les accusations et les procédures judiciaires. Pour le moment, nous essayons simplement d'avancer et de nous protéger contre tout nouveau chaos. Mise à jour 3, j'essaie toujours de comprendre tout ce qui s'est passé au cours des derniers jours. On dirait que nos vies ont basculé en l'espace d'une semaine. Les événements ont pris une tournure dramatique pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Nous avons appris bien plus que ce que nous avions imaginé, mais au moins il y a enfin un peu de clarté. Commençons par la bonne nouvelle, j'ai récupéré ma voiture. La concession qu'il avait achetée à Franck sans le savoir a été étonnamment coopérative une fois qu'ils ont réalisé que la vente était frauduleuse. Ils étaient incroyablement désolés, aussi. Ils ont même fait nettoyer la voiture avant de me la rendre, comme s'ils essayaient de compenser la situation. Juridiquement, ils poursuivent maintenant leur propre action contre Franck pour les documents forgés et la transaction frauduleuse, mais c'est leur problème à présent. Mais juste au moment où nous commencions à respirer un peu plus calmement, tout a de nouveau dérapé. Ce même soir, ma belle-sœur nous a appelés paniqués. Elle paniquait et avait du mal à sortir les mots, mais nous avons finalement compris. Franck venait d'être arrêté, non pas pour le vol de la voiture, mais pour quelque chose de plus dangereux encore. Il avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse et résistance à l'arrestation. Apparemment, après son éclat chez nous, Franck était également allé chez sa fille aînée, avait créé un incident là-bas également, et était parti. Selon le rapport de police, que ma belle-sœur a réussi à obtenir,
Il conduisait de manière erratique, zigzaguait entre les voies de l'autoroute et a failli heurter le terre-plein central avant d'être intercepté. Son taux d'alcoolémie était presque 3 fois supérieur à la limite légale. Comme si ce n'était pas suffisant, les choses ont encore empiré. Le rapport indiquait qu'il s'était montré agressif envers les agents quand ils lui ont demandé de sortir de la voiture. Il refusait de suivre les ordres de base, et le comble, il a tenté de s'enfuir. À pied. Après avoir échoué au test d'alcoolémie. Il fait maintenant face à des accusations de résistance à l'arrestation et de tentative de fuite. Et voici ce qui nous a absolument sidérés. Lorsque les policiers ont vérifié son casier judiciaire, ils ont découvert que ce n'était pas son premier délit de conduite en état d'ivresse. Ni même son deuxième. C'était le troisième en 10 ans. Aucun d'entre nous n'était au courant. Pas ma femme, pas ma sœur, même pas ses proches amis. Il avait d'une manière ou d'une autre réussi à garder tout ça secret tout ce temps. Le lendemain, ma femme s'est rendue au commissariat de police, espérant obtenir plus d'informations ou du moins comprendre ce qui se passait exactement. L'un des officiers lui a dit que lors de la mise en garde à vue, Franck n'arrêtait pas de dire que toute sa famille s'était retournée contre lui. Il a dit des choses comme quoi il était trahi et persécuté. Il a même essayé de justifier à nouveau la vente de la voiture, disant que cela aurait dû être la sienne de toute façon, à cause du divorce. C'était douloureux à entendre, mais plus vraiment surprenant. Plus tard, lorsque nous avons raconté à ma belle-mère ce qui s'était passé, elle est restée silencieuse pendant un long moment avant d'avouer quelque chose qu'elle ne nous avait jamais dit auparavant. Il semblerait que la consommation d'alcool de Franck ait été un problème pendant des années, la plupart de leur mariage en fait. Mais il s'arrangeait toujours pour le cacher aux enfants. Elle nous a dit qu'il lui arrivait de disparaître pendant des jours, prétendant être en voyage d'affaires. Mais il revenait avec des histoires bizarres et peu crédibles, sans preuve réelle de l'endroit où il avait été. Elle a dit que la consommation d'alcool, les mensonges, le secret financier, tout cela ne cessait de s'accumuler jusqu'à ce que tout s'effondre finalement pendant le divorce. Donc, nous en sommes là. L'affaire du vol de voiture avance toujours, mais elle a été en quelque sorte absorbée dans une tempête judiciaire beaucoup plus importante. Le permis de conduire de Franck a été suspendu sur le champ, et en raison du DUI et du fait que c'est sa troisième infraction, le procureur réclame la peine maximale. Les accusations supplémentaires de résistance à l'arrestation et de tentative de fuite n'ont fait qu'empirer les choses. Le bureau du procureur a clairement fait savoir qu'ils ne vont pas lui faciliter les choses. C'était étrange de voir le récit autour de Franck changer si rapidement. Il y a quelques jours, nous étions les méchants, les beaux-parents sans cœur qui avaient appelé la police contre le pauvre Franck. Mais maintenant que tout est révélé, bon nombre de ces mêmes membres de la famille sont restés silencieux. Certains ont même présenté leurs excuses, disant qu'ils n'avaient aucune idée de son passé ou de ce qu'il cachait. Certains insistent encore. Je pense que nous l'avons poussé trop loin, mais honnêtement, ils sont désormais minoritaires. Ma femme a commencé une thérapie. Elle essaie de comprendre qui est réellement son père, pas la version qu'il présentait au monde, mais l'homme derrière le rideau. Elle est reconnaissante que personne n'ait été sérieusement blessé lorsqu'il conduisait en état d'ivresse, mais c'est quand même déchirant. Ce n'est plus seulement une histoire de vol de voiture, c'est l'histoire d'un homme dont toute la vie s'est effondrée, et qui a emmené une partie de sa famille avec lui. Nous envisageons même de demander une sorte de cure obligatoire ou de traitement contre la toxicomanie dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Pas parce que nous voulons le sauver nécessairement, mais parce qu'il est clair que quelque chose est profondément cassé, et que quelqu'un doit intervenir avant que cela ne dégénère davantage. Et honnêtement, à ce stade, la voiture semble être la partie la moins importante de l'histoire. Mais je ne regrette pas d'avoir poursuivi l'affaire en justice. Si je n'avais pas tenu bon, nous n'aurions jamais découvert tout cela. Nous n'aurions jamais su à quel point les problèmes de Franck étaient graves. Et qui sait ce qui se serait passé la prochaine fois qu'il aurait pris le volant. Pour l'instant, il est toujours en prison du comté. Il n'a pas pu payer sa caution, et son audience est prévue pour la semaine prochaine. Ma femme n'a pas décidé si elle allait lui parler ou non. Je pense qu'elle a juste besoin de temps. Nous prenons les choses au jour le jour, essayant de garder la tête hors de l'eau et de nous soutenir mutuellement. À tous ceux qui ont donné des conseils, des encouragements, ou même simplement suivi notre histoire, merci. Votre soutien nous a aidés à rester fermes alors qu'on avait l'impression que tout le monde était contre nous. Je publierai une autre mise à jour si quelque chose de grand se passe dans l'affaire. Mais pour l'instant, nous nous concentrons simplement sur la guérison, la protection de notre paix, et avançons du mieux que nous le pouvons.